Bienvenue à tous dans ce deuxième épisode de Et en français. Pour cette semaine, on accueille Sergei, une personne, un professeur qui a plus ou moins 20 ans d'expérience. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez et merci à tous. Bonjour Sergei. Bonjour Michael. Merci d'être venu pour cette interview. Merci d'avoir accepté. Je voudrais te remercier de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir. Merci. Donc, comme tu sais, on va parler un peu de toi, de ton parcours par rapport à la langue française, à tes expériences avec le français, la France ou un Volontiers. pays francophone. Volontiers. J'ai l'habitude de démarrer par 3 questions qui sont: qui es-tu, d'où viens-tu et quel est ton parcours scolaire? Alors, qui suis-je? Je m'appelle Sergei Bondarev. Je suis professeur de français. Mon parcours scolaire, j'habite à Samara, voilà, c'est au bord du fleuve Volga. Donc j'ai commencé à étudier le français à l'école secondaire. C'était la 4e année de mes études et je crois qu'à l'époque je devais avoir 11 ans. Donc on peut dire que depuis l'âge de 11 ans, j'étudie le français. Voilà. Okay, depuis l'âge de 11 ans. Donc c'est tes premiers pas dans la langue française. Pourquoi la langue française? Mais c'est pas moi qui ai choisi, voilà. Donc à l'école soviétique, c'était encore la période de l'Union soviétique, et à partir de la 4e année des études dans l'école secondaire, les enfants donc commençaient à étudier les langues étrangères. À l'époque, on étudiait juste une langue étrangère, et ici dans ma ville, qui portait à l'époque un autre nom, ce n'était pas la ville de Samara, mais c'était la ville de Kuibychev. Kuibychev, c'est le nom d'un des révolutionnaires. Voilà. Et après, à la suite de certains changements dans notre société, la ville a été rebaptisée à Samara. Voilà. Et à cette époque-là, les enfants étudiaient seulement une langue étrangère. Et dans ma ville, dans la ville de Kuibychev, nous avions le choix entre 3 langues, donc l'allemand, l'anglais et le français. Et c'était pas moi, comme j'ai déjà dit, c'était pas moi qui ai choisi le français. Je sais pas comment on distribuait quelle classe, alors qui va apprendre quelle langue, aucune idée. Mais moi, personne ne m'a demandé quelle langue je voulais étudier. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le français. C'était juste un pur hasard. Donc pas un choix. Donc tu ne te destinais pas à parler français et te retrouver en 2024 dans une interview en français. Ah oui. C'est oui, c'est un peu de la magie. Voilà. Et donc tu as appris le français à l'école, oui. Et ensuite Ensuite, d'accord. Ensuite, je suis entré à l'époque on appelait donc cet établissement de la formation supérieure portait le nom de Institut d'état pédagogique de Kuibychev, de la ville de Kuibychev. Voilà. Donc c'était un institut pédagogique, la faculté des langues étrangères. Ma première langue était le français, et après, à partir de la 3e année de mes études, j'ai commencé à étudier l'anglais, la 2e langue. Voilà. Et tu parles français, anglais et russe? Oui, je peux dire quelques phrases en anglais. Je presque pas de pratique. Non. Oui, mais je parle français. Je parle russe, je comprends. Je pense que je comprends quelques langues slaves qui ressemblent beaucoup à la langue russe, l'ukrainien, le biélorusse et un peu polonais peut-être. Le bulgare ressemble aussi. Bulgare, oui, mais là,
non, je ne vais pas faire une discussion sur les langues slaves, mais pour la langue bulgare, c'est un peu difficile pour les Russes. Pas du côté de la prononciation, mais du côté de la grammaire. Voilà. Donc, à 11 ans, tu as commencé à parler français, à apprendre le français. Tu es rentré à l'université pédagogique de ta ville. Donc, Ouais. je vais dire Samara, parce que je ne vais pas pouvoir dire... Oui, je suis entré à l'Institut pédagogique de Samara, de Kuibyshev, et quand j'ai fini mes études, c'était déjà l'université, pas institut, mais l'université pédagogique de Samara. Voilà. Et là, comment tu voyais l'avenir? Qu'est-ce que tu voulais faire Voilà. par rapport au diplôme que tu avais et la langue française que tu avais appris? Je comprends. Mais d'abord, brusquement, je me suis souvenu d'un truc un peu ridicule. Voilà, le premier mot que j'ai lu en français, tu sais, je l'ai retenu quand j'ai commencé à étudier le français à l'école. Le premier mot que j'ai lu, mais je l'ai lu avec une erreur. C'était le mot vite. Et moi, je l'ai lu comme vité. Donc, j'ai lu le E final. Voilà, vité. C'était mon premier mot. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai retenu ce fait. Voilà. Bon, d'accord, c'est juste. Alors, comment je voyais? Oui, j'ai reçu mon diplôme et tu sais, presque le lendemain, je suis parti en armée. Je suis parti faire mon service militaire. Et vraiment, je savais pas ce que j'allais faire après l'armée. Donc, mais en fait, je me souviens très bien que quand on faisait nos études à l'institut, personne ne voulait devenir, presque pas personne peut-être. Il y avait très peu de personnes qui voulaient devenir professeur de la langue. Tout le monde voulait devenir interprète ou traducteur. Voilà. Et les filles, elles rêvaient de trouver un mari français. Voilà. Mais moi, je suis devenu professeur parce que, à mon avis, c'est presque la même chose que je fais plus ou moins bien. Si tu as une aussi grande carrière, c'est que tu fais ça très bien quand même. Et donc, tu as fait ton service militaire et tu m'as dit que tu avais un événement durant ton service militaire. Tu as donné des cours. Ah oui, tout le monde, oui, savait que voilà, moi je parlais les langues et le chef, mon chef, un colonel, j'ai déjà oublié son nom, sa fille faisait ses études à l'école et elle étudiait le français et voilà, elle m'a demandé de... C'est drôle, mais il ne pouvait pas m'ordonner, bien sûr, il m'a demandé de donner donc des cours de français à sa fille. Et voilà, j'ai fait quelques cours. Je lui ai donné 2 ou 3 leçons. Et elle m'a dit alors, qu'est-ce que tu veux en échange? Et comme donc j'ai fait mon service militaire, non loin de Kuibyshev, de Samara, j'ai dit je veux aller en permission. Voilà, c'est ce qu'il m'a donné cette possibilité d'aller en permission. Donc, en quelque sorte, la langue française m'a aidé. Voilà. Ouais, t'as offert un avantage intéressant. Ouais. Et après le service militaire, donc c'est une année. Oui, j'ai passé. Qu'est-ce que tu as décidé de faire? Comment tu voyais les choses? Oh, c'était difficile. C'était 1995. Donc, les situations économiques et politiques dans le pays n'étaient pas très stables. En fait, je n'avais aucune idée ce que j'allais faire après voilà, mon service militaire. D'abord, je me suis reposé 2 ou 3 semaines après le service. J'ai commencé à chercher du boulot. J'ai même travaillé une journée comme vendeur des cassettes vidéo. Je ne sais pas si le public sait encore ce que c'est que les cassettes vidéo. Voilà. Je pense que moins de 20 ans, non. Non. 20-30 ans, peut-être un peu. Peut-être, voilà. Mais j'ai vite compris que c'est pas pour moi, quand même. Et alors, j'ai commencé à chercher dans les petites annonces
et j'ai vu qu'une école qui s'est trouvée non loin de chez moi, et donc dans cette école il y avait une poste vacante, voilà, de professeur de français. Donc j'y suis allé, voilà, à l'école, et on m'a dit oui, parce qu'en fait il y a les hommes ne sont pas très nombreux, les professeurs, voilà, les hommes ne sont pas très nombreux dans les écoles, dans les écoles, et donc j'ai été accepté tout de suite, voilà. Moi, j'ai une question par rapport à cette époque-là. Aujourd'hui, toutes les personnes qui sortent de l'université avec un diplôme de professeur, on cherche un travail, soit sur Profirou, donc Internet, soit sur NN, je pense que ça s'appelle, NN. Comment ça se passait à l'époque, à ton époque à toi, où tu as commencé à chercher un travail comme professeur? Comment ça se passait? Est-ce que l'accès était facile? Est-ce que c'était facile de trouver une place de professeur? Comment ça se passait à ton époque? En fait, il n'y avait pas encore d'internet à cette époque-là, en 95. Des journaux, voilà, des petites annonces. Il y avait des journaux qui avaient pour titre travail. Alors tu ouvrais et tu cherchais des postes vacants. Mais en fait, pour l'école, c'est pas difficile de trouver. Je sais pas comment c'est en ce moment, mais à l'époque, c'était assez facile de trouver un emploi à l'école. Il y avait une certaine pénurie de professeurs. Voilà. Le manque de professeurs. Tu as travaillé combien de temps dans cette école? Je crois que j'ai travaillé 2 ans ou 3 ans, et puis on m'a proposé de travailler comme... D'abord, c'était pas le travail comme professeur, mais d'abord j'ai travaillé comme, je sais pas comment on le dire, un surveillant peut-être, je sais pas. C'est une personne qui travaille, qui ne donne pas de cours, mais qui travaille avec la classe. Ouais, surveillant, éducateur. Oui, éducateur peut-être. Et c'était une école assez prestigieuse dans notre ville. On m'a proposé, mais j'avais quelques proches qui travaillaient, qui faisaient ces études ou travaillaient dans cet établissement, dans cette école, disons. Voilà, ils ont proposé ma candidature. J'ai passé un petit entretien d'embauche, disons. Voilà. Et d'abord, on m'a accepté comme, voilà, cette personne comme surveillant. Et j'ai travaillé 3 ou 4 mois comme ça, et c'est après, à partir de la nouvelle année scolaire, que j'ai commencé à enseigner le français. D'abord aux écoliers, et puis aux étudiants. Voilà. Donc, car c'est un peu difficile, tu sais, c'est un peu difficile de travailler avec les enfants. Il faut en avoir l'habitude. Et avec les adultes, c'est plus facile, à mon avis. Il y a une pédagogie différente. Et l'intéressement est totalement différent. Un enfant, ça peut facilement être distrait par quelque chose. Et quand un enfant veut plus, un enfant veut plus. Ben oui, il y avait toujours des problèmes de discipline. Et moi, j'aime quand même partager mes connaissances, et j'ai aucune envie de gérer la classe, la conduite des élèves. Non, c'est pas mon truc. Voilà. Et donc, dans cette école prestigieuse de Samara, t'es resté longtemps quand même, hein? Oui, je suis resté. J'ai quitté donc cette école en 2019, voilà. Ah ouais, donc c'est assez récent, Oui. Mais entre cette école, l'entrée dans cette école et 2019, tu as quand même fait d'autres choses à côté par rapport au français. Oui. J'ai travaillé comme journaliste, d'abord dans une édition en papier, qui est assez populaire, qui reste populaire. Voilà, et puis après donc j'ai travaillé pendant 1 an, j'écrivais des articles sur des trucs assez bizarres comme les ovnis et tout ça. J'ai rencontré beaucoup de personnes vraiment bizarres, voilà, qui voient, je ne sais pas, qui voient des choses, qui sont en communication avec les civilisations extraterrestres. Voilà.
C'était dingue. C'est folklorique, hein. C'est folklorique. Exactement. Et après, donc, j'ai travaillé dans un journal, dans un quotidien électronique qui s'appelait Samara Today, et j'étais responsable de la version française du portail. Donc, j'ai traduisé chaque jour, j'ai traduisé quelques articles, quelques informations, quelques nouvelles en français, du russe en français. Voilà. Et il y a aussi, tu m'as dit, rédacteur magazine de Francité. Oui, Francité. Tu as oublié. Mais, ça, c'est déjà un peu tard. Et donc, j'oublie. Je suis déjà vieux, tu sais. J'oublie des choses. Voilà. Francité, un magazine qui a été fondé en 2000, en l'an 2000. C'est un journal, c'est une édition qui parlait en français des choses différentes. Il y a des rubriques comme la France, c'est-à-dire on parlait, je sais pas, d'une région française. À Paris, on choisissait alors quelques endroits à Paris, on en parlait. Donc, et voilà, il y avait des articles sur plusieurs aspects de la vie en France et même en Russie. Voilà, j'étais un des rédacteurs de ce journal, j'écrivais des articles et j'ai créé le site internet pour ce journal. Et jusqu'à présent, je reste le webmaster, et donc je gère le site Francité. Francité, tu es là-bas depuis 2000. Jusqu'à aujourd'hui, tu es encore là-bas. Oui. 24 ans après. Bon. Faut oublier les chiffres parce que sinon ça me déprime un peu. C'est ce que j'aime bien, moi. C'est pour ça que je t'ai invité aussi. C'est le fait que tu as... Tu sais, on dit pas vieux, on dit mûr, tu vois. Oui, expérimenté. Et tu as une expérience vraiment énorme. J'ai des années d'expérience. Et tu as passé des comment on dit ça, pas des âges, mais des révolutions. Du papier à Internet, oui, de la bibliothèque à Wikipédia, ouais. de cours présentiels en cours online, de la classe 25 élèves à Zoom 2 élèves. Tu vois. Et c'est ça qui est intéressant avec toi, vraiment, c'est toute cette histoire-là. Et même si c'est des chiffres élevés, mais ça donne des histoires incroyables aussi. Tu me rassures, merci Michael, tu me rassures. Moi, c'est ce que je pense, parce qu'un jour, je passerai par là aussi, tu vois. Je passerai par là aussi. Je sais que, bon là on a parlé de ton expérience avec la langue française qui est très grande, qui a beaucoup d'événements intéressants. Mais as-tu voyagé en France? Beaucoup de personnes qui ont appris le français n'ont pas pu voyager en France, n'ont pas voulu voyager en France. C'était une expérience dans le pays de Molière. Oui, heureusement que, voilà, je crois que jusqu'à l'âge de 40 ans, un peu plus, j'ai jamais visité la France, et ça a déjà commencé à m'ennuyer un peu. Je me disais, mais comment ça, Sergueï, tu es professeur de français et tu n'as jamais été en France? Ouais, il faut changer quelque chose. Et puis, c'était une période un peu dure dans ma vie, c'est personnel, voilà. Mais à un moment donné, j'ai commencé à changer ma vie. Et le premier, après quelques événements, voilà, un peu agréables, j'ai décidé donc un jour de changer ma vie et je me suis dit pourquoi pas aller en France. Et j'ai fait tout, tu sais, j'ai fait tout pour aller en France. J'ai trouvé de l'argent, j'ai fait mon passeport pour aller à l'étranger. Et tu sais, c'était presque sans problème. Et j'ai compris que il faut juste avoir l'intention de changer quelque chose dans la vie et les changements viendront. Voilà. Donc je suis allé en France, c'était en 2014, ma première visite en France. Je suis allé en Bretagne. À l'époque, en fait, c'était pas du tout lié avec l'enseignement de français. À l'époque, je faisais du sport, un sport un peu spécial. Je lançais des couteaux et des haches. Voilà, on appelle ça lancer des couteaux et des haches. Et avec mon équipe,
de Samara. Nous sommes allés en France pour participer au championnat d'Europe du lancer des couteaux et des haches. Et ça s'est passé dans une petite ville bretonne, Calac, je me souviens. Voilà. C'était ma première expérience, disons, de visite en France. Et puis, j'ai fait encore 2 visites en 2016. J'ai visité la ville de Nancy. J'ai eu la chance de pratiquer mon français pendant le stage dans une école d'été de français à Nancy. Et puis en 2019, je suis allé à Vichy. Et là, il y a un centre des études des langues qui s'appelle Kavilam. Et j'ai fait un stage d'une semaine à Kavilam, à Vichy. Voilà, c'était mes 3 voyages en France. Voilà. Tu as fait 3 voyages tardifs par rapport à tes études, comme tu as expliqué. Oui. Est-ce que tu regrettes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'ont marqué positivement de ces voyages? Est-ce que c'était un peu ce à quoi tu t'attendais? Est-ce que tu avais un peu une idée d'avant, une idée d'après? Mais tu sais, c'est comment? J'ai lu, bien sûr, avant de faire ce voyage. Pendant mes études, je lisais beaucoup, je sais pas, de livres sur Paris, sur la France. Et j'ai eu probablement une image de ce pays. Mais voilà un truc intéressant. Oui, donc j'ai passé quelques jours en Bretagne, j'ai participé aux compétitions, puis je suis revenu à Paris et j'ai passé encore quelques jours à Paris. Et voilà, mes premières impressions, je suis fatigué parce que pour aller de Bretagne à Paris, ça prend 3 heures en TGV, au moins 3 heures. Je suis fatigué, il pleuvait, je n'avais pas de parapluie. J'avais encore 3 heures avant l'ouverture de mon hôtel, voilà. Et fatigué, un peu agacé peut-être, irrité. Et voilà, je suis devant Notre-Dame de Paris. Un symbole. Oui, un symbole. Tu sais, je regarde Notre-Dame de Paris et j'ai des idées. Et voilà, me voilà, Notre-Dame de Paris. J'ai lu plusieurs choses sur toi. Et alors quoi? Et alors? Je suis là devant toi et je suis fatigué et je comprends rien. Voilà, qu'est-ce qui se passe? En fait, je ne savais pas à quoi je pouvais m'attendre en voyant Notre-Dame de Paris. Je sais pas, une révélation divine, je ne sais pas. Voilà. Donc, mais je crois que c'est parce que j'étais fatigué. Et enfin, après, je me suis promené à Paris. Voilà, je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, etc. Voilà. Oh, Champs-Élysées, tu connais cette chanson. Ouais, Tous les Russes connaissent donc cette chanson. Et puis, je me promenais le long des quais de la Seine. Et je sais pas pourquoi, tu sais, à un moment, j'ai compris que j'avais commencé à ressentir la ville. Et je ne sais pas pourquoi, mais alors j'ai capté, j'ai compris que c'est une ville qui est très très fatiguée. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être vu son histoire de 2000 ans. J'ai ressenti cette fatigue de la ville de Paris. Je sais pas pourquoi. Donc c'était mes premières impressions. Paris, c'est une ville qui est très fatiguée. Voilà. Je sais pas. Moi, j'habite à Paris. J'ai vécu une grosse partie de ma vie à Paris. J'ai étudié à Paris, je suis diplômé à Paris. C'est une ville marquée par la grandeur de Paris, quand même. Ça reste quelque chose de lourd, hein, d'être Paris. Paris dans le monde, c'est incroyable. La ville des amoureux, la ville magique, etc. Il y a ça, mais il y a le travail, il y a toute l'importance de représenter Paris par le travail, les études, le comportement, etc. Non, ouais, c'est une ville marquée par beaucoup de choses, mais ça reste une ville touristique, magnifique, Ouais. des beaux endroits. Mais c'est pas la ville soleil, quoi. C'est pas, si tu veux de la ville soleil avec des gens qui ont le sourire, il faut aller dans le sud. Hein. Dans le sud, ça, c'est sûr et certain. Avant de continuer, tu m'as dit que tu avais fait un film.
Ah oui, Un film en français avec des Français amateurs, bien sûr, mais un oui, un film. film en amateur. Oui, c'était l'an 2017 peut-être. Tu sais, dans notre ville, à Samara, il y a une alliance française. Ah, c'est pas n'importe quelle alliance française parce que c'était la première alliance française à l'époque moderne du pays qui a été inaugurée en Russie et donc cette alliance française a été inaugurée par Jacques Chirac. Voilà, il est venu dans notre ville. Voilà. Et donc, comme je suis professeur de français, de temps en temps, alors je vois ce qu'ils font. Voilà. Ils font beaucoup d'activités. Et une fois, donc j'ai vu l'annonce que on va faire un atelier du film. C'est-à-dire, on a proposé de passer toutes les étapes de la création du film, à partir de l'idée, et puis l'écriture du scénario, puis voilà, l'adaptation du scénario au tournage, disons, on découpe. Il fallait donc découper des scènes, voilà, plutôt couper, voilà. Donc, s'il y a plusieurs termes spécifiques que je connais pas, peut-être, j'explique comme je peux. Et voilà, et cet atelier a été animé par une Française, Florence, qui était, avant d'être venue à Samara, elle travaillait comme journaliste et elle est venue avec sa caméra professionnelle. Voilà. Et elle a proposé cet atelier. Je me suis dit, voilà, Sergei, c'est ton rêve depuis ton enfance. Tu voulais tourner dans un film, alors tu as la chance. Voilà, je me suis inscrit et j'ai été un des auteurs du scénario. On a réussi à, disons, fusionner alors quelques idées et puis on a écrit un scénario. Mais oui, j'ai participé à toutes les étapes et en plus j'ai donc avec ma partenaire, une vraie Française, voilà, qui habitait à l'époque à Samara. Donc on a réalisé un film. En fait, un court métrage, voilà. Bien sûr, c'est amateur. J'ai pas beaucoup de capacité d'acteur, voilà. Mais je jouais comme je pouvais, voilà. Et ceux qui ont vu le film, ils ont ri de bon cœur, voilà. Et je crois que j'ai réussi la partie, voilà. Ouais, c'est incroyable déjà d'avoir fait un film, mais surtout en français, qui n'est pas ta langue. Oui. Mais qui d'autre peut, disons, se vanter qu'il a joué dans un film en français? J'aurais aimé, hein. J'aurais vraiment aimé. Merci. Non, moi j'admire. Je l'ai vu, tu me l'as montré. Ah oui, je me souviens, que de bons souvenirs, voilà. Ouais, c'est ça le plus important, hein. C'est ça le plus important. Tu as réalisé quelque chose que tu voulais réaliser. Voilà. Tu l'as fait en français en plus, ce qui est vraiment incroyable. Et pas facile, parce que moi, par exemple, jouer en russe, je pourrais pas. Enfin, déjà jouer, je pourrais pas. Alors en russe. Donc, non, moi je dis félicitations. Bien sûr, malheureusement, tu n'auras pas d'Oscar ou autre, mais l'admiration d'avoir fait ça, c'est vraiment incroyable. Je crois que le palmier de Cannes me suffirait, voilà. Le palme d'or, voilà. La palme d'or. Voilà. On ira chercher ça à Cannes. On prendra une bombe de peinture. Tu auras. On arrive doucement vers la fin. Oui. Mais on a encore deux choses à discuter. La première chose, c'est ton passage en freelance, en professeur indépendant, on va dire comme ça. Donc, t'as quitté le monde académique pour te lancer seul. Quelle expérience? Pourquoi avoir décidé ça? Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur... tu as vécu les trois choses. Tu as vécu le public dans une école secondaire de Samara. Tu as vécu le privé dans l'école prestigieuse de Samara. Et tu as vécu le freelance dont tu travailles pour toi. Donc, quelle différence et pourquoi tu as choisi ça? En fait, c'est pas moi. J'ai toujours donné des cours particuliers, des cours privés, voilà, de la langue. Même quand j'ai travaillé dans des écoles,
quelque part encore. Mais disons, cet établissement de l'éducation supérieure où j'ai travaillé, un jour, il a disparu. Donc, il n'existe plus. Et comment ça? J'ai dû quitter. On ne m'a rien proposé en échange. Je me suis dit, d'accord, je suis libre maintenant et je ne regrette pas. D'accord, c'est comment? Quand tu travailles à ton compte, tu es probablement dans une situation de précarité, n'est-ce pas? Tu n'es jamais sûr si tu as assez d'argent, oui, pour vivre. C'est moins stable, c'est sûr. Ouais, c'est moins stable. Mais d'autre part, tu es plus libre. Et c'est la liberté qui compte pour moi. Je suis libre, je n'ai pas de chef. Voilà, je n'ai pas de hiérarchie, de système hiérarchique au-dessus de moi. Je fais tout ce que je veux. Et à mon avis, j'ai un sens de créativité. Et voilà. Et parfois, les cadres, si tu travailles pour une entreprise, pour quelqu'un, voilà, tu es limité, n'est-ce pas? Il y a certains cadres. Voilà. Et là, non. Il y a juste moi et mon élève ou mes élèves. Et je comprends que je fais peut-être ce que je dois faire si l'élève me dit merci, monsieur le professeur, pour la leçon. Et si j'ai des élèves, tu sais, avec lesquels donc je travaille depuis 3 ou 4 ans. Et je vois leur progrès à partir de 0, voilà. Maintenant, avec un de mes élèves, je sais pas, nous parlons des choses assez des choses philosophiques, voilà. Il est capable de discuter, d'exprimer ses idées, et je vois que ça s'est passé avec mon aide. Voilà, que je l'ai aidé peut-être à découvrir en lui cette passion envers la langue française. Donc, je suis libre, et pour moi, la liberté, c'est très très important. Est-ce que tu te sens épanoui? Épanoui? Non, tu sais, les derniers temps, je me sens un peu fatigué. Voilà, la fatigue plutôt. Et pour épanouissement, ouais, je comprends que je fais ce que je veux, c'est le métier que j'ai choisi et qui m'apporte beaucoup de choses, la satisfaction, voilà. C'est pas du point de vue financier. Ouais. Ouais, le freelance, moi je pense c'est t'es libre de faire ce que tu veux. Oui. Mais il faut faire des choses. Et si tu ne fais rien, tu n'as rien. Si tu fais beaucoup, tu auras beaucoup. Et tu as la liberté de choisir si tu veux beaucoup d'argent, si tu veux pas beaucoup d'argent. C'est le choix. Dans un système académique, t'as pas de liberté, tu as des heures précises et tu fais ce qu'on te dit, mais tu as l'argent que tu as besoin. Et encore, des fois, pas sûr que tu as l'argent. Mais tu sais, pour le système, d'accord, je fais du freelance, mais d'autre part, je suis un tout petit peu lié avec ce monde académique, car je fais partie d'une association des professeurs de français de Russie. Et chaque année, donc, nous organisons, notre association organise des séminaires pour les professeurs de français. C'est un grand événement. Et là, donc, j'ai plusieurs rencontres avec mes collègues. On est toujours en discussion. Et en fait, tu sais, on m'invite de temps en temps, on m'invite à participer donc au séminaire. Voilà. Malheureusement, j'ai pas le temps et en fait, j'ai pas beaucoup d'idées. Je sais pas ce que je peux raconter. Mais peut-être un jour, je me déciderai enfin à écrire je sais pas, un petit article sur quelque chose, donc, et à présenter mes idées à mes collègues, peut-être, je ne sais pas. C'est quoi le nom de l'association?
Ah, l'association. Oui, tu peux le dire en russe, hein, si c'est en russe, pas de problème. Non, en russe, Ассоциация преподавателей французского языка, en français, Association des enseignants de français. Voilà, elle a été fondée en 1991 à Moscou. Voilà, maintenant il y a, je crois que presque 800 membres de cette association. Ce sont les professeurs de français de toute la Russie. De tout âge? Oui, de tout âge, de toute la Russie, oui, de Vladivostok, de Sakhalin, voilà, jusqu'à Kaliningrad. Bon, et c'est une unité. Ce sont les gens qui sont, qu'ils ont la même passion, qui partagent la même passion, la langue française. Et qui peut être membre? Bon. Moi, si je veux être membre, je peux? Bien sûr, tu peux le faire. C'est pas cher, oui. Je crois que c'est 500 roubles par an, les cotisations. Peut-être que je vais me renseigner à ça. Oui, et donc tu pourras participer au séminaire, à toutes sortes de tables rondes, voilà. Mais c'est à Moscou, voilà. Voilà, c'est à Moscou, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est à Moscou. Oui, mais l'association aussi donc fait quelque chose non seulement pour les professeurs, mais pour les élèves aussi. Il y a un festival national de courtes vidéos en français qui s'appelle Je veux parler de ma ville. C'est-à-dire les élèves peuvent donc faire un film en français parlant de leur ville, de leur village même. Et voilà. Si maintenant une personne fait un film, comment elle le partage? Est-ce qu'il y a une adresse? Est-ce qu'il y a un mail? Oui, il y a une adresse, il y a une chaîne sur YouTube, bien sûr. Oui, mais ça doit être plus ou moins organisé, je pense. Mais il y a un site internet où on peut voir la société? Oui, le site internet, oui. Oui, ça existe. Comment ça s'appelle? AEFR, 4 lettres, AEFR.ru. C'est simple. Comme Association des enseignants de français Russie, AEFR.ru. Voilà, ça c'est le site. Voilà, si maintenant vous désirez aller vous renseigner, vous oui. J'ai vu un peu de photos. Il y a pas mal de monde, il y a vraiment de tout âge, de tout. Oui. Ça a l'air vraiment sympa. Et grâce à ça, tu as pu partir à Nancy, je pense. C'est grâce à l'association. Oui, grâce à cela. Oui, c'était drôle. Donc pendant pendant les séminaires, on organisait. C'est pas le cas maintenant, mais avant, on organisait donc un concours. Car ce concours a été organisé, tu sais, par le directeur de cette école d'été de la langue française, Gilles Le Sarrois, qui venait participer au séminaire. Et moi, j'ai gagné ce concours. Il a fallu écrire un essai. Et donc, j'ai gagné le concours de 2 semaines de séjour à Nancy. Voilà. C'est vraiment cool, ça. Oui. Bon, dernière question. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui. Oui. Je donne des cours particuliers de français en ligne. Et en plus, j'ai quelques projets sur Internet. J'ai un projet qui s'appelle Francafiche, la fiche francophone. Donc, je cherche partout, dans des réseaux, oui, sur Internet. Je cherche des événements francophones qui se passent en Russie. Et j'ai été vraiment surpris que chaque jour, en Russie, il se passe toujours quelque chose en français. Et j'ai décidé de réunir toutes ces informations donc sur une chaîne. Et donc cette chaîne, ce groupe, on peut le trouver donc sur VK, contacté, qui s'appelle Francafiche. Et il y a aussi son miroir, disons, sur Telegram. Donc j'ai 2 sources. Donc mon affiche a 2 sources. Alors elle est représentée sur Contacté et sur Telegram. Et si ça vous intéresse, si vous voulez être au courant de tous les événements, en fait pas tous les événements, je fais ce que je peux. Mais si quelqu'un veut parler ou veut présenter son événement francophone,
alors vous êtes bienvenus, c'est gratuit, alors écrivez-moi, contactez-moi, et je veux donc mettre votre événement sur mon affiche. Voilà. C'est ce que je dis, hein. L'expérience, hein. Plein de ressources. Moi, j'adore des idées, j'adore Oui. Franck Affiche. Même Mais toi, tu as beaucoup plus d'idées. Je ne sais pas, si tu racontes, si tu parles de tes projets à quelqu'un, tu fais énormément de choses. Je fais des choses dont cette vidéo qui en fait partie. Là, j'ai lancé un projet qui est donné la parole à des Français qui n'ont jamais été en Russie. Mhm. Et voir un peu leurs avis par rapport à la Russie, leur perception, leur vision, leur émotion par rapport à la Russie, sans connaître la Russie, donc juste avec les médias, les films, les dires. Ça, c'est un projet que j'ai lancé aussi. C'est aussi une interview étrangère, on va appeler ça comme ça. Bien sûr, j'essaie d'offrir le maximum de choses aux gens, aux Russes, aux russophones, pas que les Russes, mais toutes les personnes qui parlent russe, donner accès à du français. J'ai la chance d'être moi-même français, donc je peux apporter quelque chose en plus que les professeurs russes, qui font déjà un très bon travail pour la plupart. Oui. Mais voilà, moi ça avance, je fais mon petit chemin et on verra où ça va. C'est pas un petit chemin, je me demande où est-ce que tu prends toute ton énergie. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu bois pour je peux pas donner mon secret. Si je donne mon secret, les gens vont je sais, c'est une potion magique, n'est-ce pas? Une potion magique. Il y a une idée magique surtout. Mais merci comment dire, d'apprécier mes projets. Mais bien sûr. Mais je te remercie encore d'être venu, vraiment, parce que c'est vraiment cool. Et je vais dire la vérité, c'est la deuxième fois qu'on tourne. On avait déjà tourné une fois. Mais c'est un petit secret, faut pas le dire. Ouais, mais quand même, j'aime bien parce que c'est vraiment sympa d'être revenu une deuxième fois pour réenregistrer. Donc voilà, merci beaucoup Sadé. Merci à toi. Et au plaisir vraiment de t'avoir parmi nous durant des soirées ou des événements. Merci à toi. De rien. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Retrouvez-nous sur Vk, Mika-du-bas Immersion. N'hésitez pas à commenter la vidéo, positif ou négatif. Tout ce que vous pourrez dire pourra nous aider à nous améliorer. N'hésitez pas à liker la vidéo, vraiment, ça serait vraiment cool de votre part. Et abonnez-vous à notre groupe, abonnez-vous à notre page. Invitez vos amis qui parlent français. On propose différentes manières de pratiquer le français avec une immersion assez totale. Et surtout, n'hésitez pas à suivre Franck Affiche, des affiches d'événements près de chez vous. Pas tous les événements francophones près de chez vous, mais vraiment, il y a vraiment une grande quantité. Et même des événements online. Donc vraiment intéressant. Merci à tous.